Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir autour donc, de la présentation de ce prix du musée d'Orsay. C'est la première fois que nous organisons ce type d'événement. Pourtant, le prix du musée d'Orsay va fêter cette année sa 10e année. Il a été créé en 2006 par ma collègue Catherine Chevillot. Et évidemment, c'est une création qui a été très importante pour nous parce qu'elle permettait de symboliser et de matérialiser les liens essentiels que nous entretenons régulièrement avec l'université et soutenir les travaux des jeunes chercheurs qui ensuite, bien sûr, nourrissent sans arrêt notre travail sur les collections. Donc avant de commencer, je voulais remercier tout d'abord tous les membres du jury qui ont participé depuis 10 ans à son bon déroulement. Tout d'abord, les membres du jury qui n'en font plus parce qu'on n'a pas le droit de siéger plus de 4 ans dans ce jury. Michael Zimmermann, Monsieur Philippe Duret, Dominique Jarassé, Philippe Thiebaud, Pascal Griner, Rémi Labrusse. Et puis, le jury actuel, dont malheureusement deux personnes n'ont pas pu être là ce soir, Dario Gamboni de l'Université de Genève et Amélie Sémier, directrice du musée Bourdelle. Mais en revanche, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Pernoud, Sylvie Patry, qui donc participent chaque année avec enthousiasme et courage, parce qu'il s'agit de longues lectures, à l'examen de ces thèses. Je voulais aussi remercier les nombreux candidats qui nous envoient chaque année des thèses. C'est à chaque fois un plaisir de vous lire et c'est à chaque fois aussi un regret de ne pas pouvoir en récompenser plus, même si à plusieurs reprises il nous est arrivé de donner 1, 2 ou des fois même 3 prix. Et puis enfin, je suis tout à fait heureuse de commencer ce type d'événement avec la thèse d'Éléonore Chaline, parce que c'est vrai que cette thèse nous a tous enthousiasmés, parce qu'elle est à la fois elle est à la fois extrêmement fascinante en termes de recherche historique, et puis aussi c'est une thèse qui se trouve au carrefour. Bien sûr, elle traite d'histoire de la photographie, donc voilà, elle traite des nombreux projets de photographie qui ont existé entre 1850 et 1945, mais au-delà, elle nous parle finalement d'histoire de la culture visuelle, elle nous parle d'histoire des collections, elle nous parle d'histoire des musées, et à ce titre, elle touche énormément de personnes. Et puis, j'ai le plaisir de vous dire que Éléonore est en train de signer, je ne sais pas si le contrat est signé, voilà, avec un éditeur, Macula, dont je crois que nous avons un représentant ici ce soir, parce que donc le prix du musée d'Orsay a vocation à aider les jeunes chercheurs à publier leurs travaux. Voilà, donc pour terminer, juste des petites précisions matérielles sur le déroulement de la soirée. Nous allons laisser la parole à Éléonore qui va nous présenter son travail en une quarantaine de minutes. Et puis ensuite, nous aurons à notre tour une quarantaine de minutes pour débattre. L'idée, voilà, c'est non pas de faire une présentation académique de son travail. Je vous renvoie à la lecture de sa thèse qui va être incessamment accessible à la bibliothèque du musée d'Orsay et puis qui sera bientôt accessible grâce à son édition par Macula. Mais l'idée, c'est vraiment de débattre et de discuter avec elle de façon informelle. Voilà, je vous remercie encore d'être présent et je laisse la parole à Éléonore. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues, chers amis. Je suis vraiment très heureuse d'être ici parmi vous ce soir et je voudrais d'abord vous confier mon émotion d'être là et de vous voir tous réunis. Merci à tous d'être venus remplir les sièges de l'auditorium du musée à la veille des vacances de Noël. Mais aussi, je voudrais vous dire la profonde reconnaissance que j'adresse bien sûr à ceux qui ont rendu ce travail possible au fil des années. Mon directeur de thèse, qui est là ce soir, Michel Poivert,
Mon école doctorale, ma famille et mes amis, mais aussi mon actuel employeur, l'École normale supérieure de Cachan. Mais ma gratitude va aussi à ceux qui vont favoriser ou qui ont favorisé la diffusion de ce travail auprès du public. Donc mes plus sincères et chaleureux remerciements sont adressés ce soir au musée d'Orsay et à son président, aux membres du jury du prix du musée, ainsi qu'aux éditions Macula et à leur directrice Véronique Yersin, qui en a accepté la publication. J'aimerais aussi remercier tout particulièrement Alice Tomine Berada, qui est conservatrice ici au musée d'Orsay, et Scarlett Reliquet, responsable de la programmation culturelle du musée, qui m'ont accueillie à plusieurs reprises et m'ont prodigué leurs conseils. Remercier aussi les membres du jury du prix qui sont présents ce soir, donc Sylvie Patry, qui en plus s'envolera bientôt pour les États-Unis, donc merci beaucoup d'être venue, et Emmanuel Pernoud, qui est professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université Paris 1. Merci aussi aux conservateurs du département photographie du musée, Marie Robert et Thomas Galifot, qui ont bien voulu aussi être là ce soir pour discuter avec moi. Je remercie enfin la Société des Amis du musée d'Orsay, par l'entremise de laquelle je fais cette conférence aussi ce soir. À tous, donc, merci infiniment. Donc, c'est un soir assez spécial pour moi, où il m'est permis de témoigner de cette reconnaissance, mais aussi de cette volonté explicite du musée d'Orsay de rapprocher université et musée et de faire un pas vers la diffusion de recherche historique. C'est aussi un soir spécial où il me revient de vous présenter en 30 minutes à peu près 5 années de travail, donc vous présenter les enjeux de ce sujet et quelques résultats de ces recherches en histoire de la photographie. Si j'ai retenu cette image, cette photographie avec l'accord et la bienveillance des services du musée d'Orsay, parmi la vaste collection du musée d'Orsay, de la collection photographique, c'est à peu près 45 000 images, si je ne me trompe pas. Donc cette photographie d'une femme frappant à la porte, je l'ai choisie pour 3 raisons. Donc la première, c'est d'abord qu'elle a été donnée très récemment, qu'elle est entrée dans les collections très récemment, en 2012, via la société, par un don de la Société des Amis du musée d'Orsay, qu'elle témoignait donc en ce sens de l'enrichissement permanent de cette collection. Deuxième raison, c'est parce que cette image constitue précisément un clin d'œil à la présente exposition du musée, donc consacrée aux femmes photographes. En effet, si celle-ci est anonyme, elle a quand même le mérite de montrer une femme et aurait très bien pu être prise par une femme, comme le suggérait la notice de Thomas Galifot dans le catalogue de l'exposition qui s'appelait « 7 ans de réflexion, dernières acquisitions du musée d'Orsay ». Troisième raison, c'est parce que cette femme de dos qui frappe à la porte, je pouvais la voir comme une métaphore de la photographie et de ses tentatives répétées pour entrer au musée. Ça peut vous paraître un peu facile, mais cette idée que la photographie est entrée au musée et a fortiori au musée d'art au cours du XIXe siècle par la petite porte ou par la porte de service m'apparaît comme globalement vraie dans les recherches que j'ai pu mener. Et c'est par là que je voulais vous faire entrer dans le cheminement qui a été le mien. Alors, qui aurait-il eu derrière cette porte si la photographie avait été accueillie au musée, cette institution qui est en plein essor au XIXe siècle? Dans cette conférence que j'ai intitulée donc « Imaginer le musée de la photographie, projet, utopie, réalité », je vous propose de passer derrière cette porte et de suivre quelques-unes des conceptions qui étaient au cœur de ces projets de musée photographique, d'explorer notamment ce que j'ai appelé l'une des tensions majeures de ces projets, à savoir le musée de la photographie devait-il être un musée pour la photographie, pour son histoire, pour sa technique, pour son caractère artistique, ou un musée des photographies, c'est-à-dire un musée d'images dans lequel la photographie, ou plutôt les photographies, joueraient le rôle de document. Ma question de départ, donc celle qui était à l'origine de ce travail, venait d'un étonnement, c'est-à-dire en réalité d'une confrontation entre des demandes extrêmement fréquemment
reporté et renouvelé qui demandait donc la fondation d'un musée autonome et national de photographie et l'absence, encore actuelle finalement, d'un musée national de photographie. Donc la question de départ, c'était celle du pourquoi cet échec, pourquoi n'y avait-il pas eu de musée national ? Question qui rejoignait des problématiques liées à l'histoire du champ institutionnel français et à des processus de légitimation encore en cours, comme en témoigne le dernier numéro de la revue Études photographiques, qui plaide pour la reconnaissance universitaire, cette fois, de l'histoire de la photographie comme discipline. Cette question, elle est restée vraiment à l'arrière-plan de tout ce travail, mais ce n'est pas de ça exactement que je voudrais vous parler ce soir, puisque dans mon idée, face à cette histoire fantôme du musée de la photographie, l'enquête sur ces processus institutionnels ne pouvait être la seule réponse. Elle a été l'une des réponses, mais pas la seule. Et donc, je voulais aussi que ce travail soit, pour dire les choses un peu rapidement, une histoire des idées, c'est-à-dire des conceptions qui avaient présidé à la pensée, à l'imagination de ce musée de photographie. Donc, comment avait-on pensé le musée de la photographie ? Les images photographiques, ces nouvelles images, appelaient-elles à de nouvelles ou à tout le moins à un renouvellement de l'idée et de la forme du musée ? À l'état de projet pendant toute la période que j'ai étudiée, sous ces différentes formes, le musée photographique était presque toujours resté un idéal. J'ai donc aussi choisi de considérer la nature même de ces projets comme un enjeu majeur de mon travail. Et donc ce qui traverse cette histoire, ce qui la rend peut-être moins désunie, moins fragmentaire que j'aurais pu le penser a priori, c'est ce fil sous-jacent, en fait, cette hésitation musée pour la photographie ou musée de photographie que je vous propose de suivre ce soir et qui permet, à mon sens, de relier entre eux les différents moments de cette histoire. Donc, première interrogation, musée pour la photographie ou musée de photographie. La plupart des promoteurs de projets semblent avoir hésité sur ce point. Voici ce qu'écrivait le photographe Ernest Leopold Mayer en 1854. Alors, la date pourrait vous paraître surprenante, alors même que la photographie n'a d'existence officielle, disons, que depuis 1839, un musée de photographie réclamé dès 1854 pourrait paraître relativement précoce, disons. Ce paradoxe n'est qu'apparent, puisque, en fait, de la même manière que la photographie prend en charge l'écriture de son histoire dès ses origines, de même, l'idée de musée habite l'histoire de la photographie dès ses premières décennies. D'ailleurs, il y a exactement le même phénomène qui se produit pour le cinéma. Et en réalité, la photographie naît alors même que le musée est déjà une institution en plein essor et fait partie déjà des instances majeures de reconnaissance et de consécration. Et donc, la photographie tente de s'inscrire dans les musées, de créer son musée dès ses premières années. Donc, que nous dit ce premier projet, un de ces premiers projets de musée photographique, donc de ce photographe de l'empereur qui s'appelle Ernest Mayer, qui nous dit « Le musée photographique, dont j'essaie aujourd'hui de réaliser la création, sera, contrairement aux deux précités, un monument historique, authentique et infaillible qui révélera à la postérité et à tous ceux qui, par l'art ou la science, seront amenés à le consulter, la nature vraie de notre siècle, non telle qu'on pourrait l'écrire, mais telle qu'elle existe et est incontestable. » Ce que Mayer nous explique dans ce passage, c'est que le musée de photographie sera l'image, la révélation même de l'histoire, avec un grand H, la nature vraie de notre siècle, non telle qu'on pourrait l'écrire, mais telle qu'elle existe et est incontestable, c'est-à-dire finalement la vérité historique même. Vous voyez que les ambitions du musée photographique sont d'emblée assez élevées. La photographie, ou plutôt les photographies, attesteront et seront l'histoire. Lorsque Mayer parle du musée photographique comme d'un monument historique, authentique et infaillible, on ne sait s'il vise en réalité la réalisation d'un édifice qui serait remarquable, ou s'il vise, et je pense que je serais plutôt pour cette option, le monument au sens latin, au sens de ce qui rappelle et perpétue le souvenir.
Toujours est-il que le musée photographique est vu comme un conservatoire de l'histoire, là où l'on pourra lire les événements et les principales figures historiques en toute transparence grâce aux images photographiques. Et d'ailleurs, cette nature vraie, dont seule la photographie est capable de rendre compte, d'après Mayer, la place au-dessus des autres répertoires historiques que sont ces deux précités ici mentionnés dans le texte, à savoir le Louvre et la Bibliothèque impériale. Donc là où, pour Mayer, les peintures et les objets, ou les livres et les archives écrites, les faits semblent se contredire, souffrir d'inexactitude, la photographie, elle, sera là pour être la preuve incontestable. Telle est la première croyance qui fonde un de ces premiers projets de musée de photographie. Cette croyance n'est pas nouvelle, c'est en fait une reprise des discours d'Arago prononcés dès 1839 sur le daguerréotype. Et en fait, à partir des années 1840-1850, cette idée que l'image photographique reproduit fidèlement le réel fait l'objet d'un véritable consensus, que ce soit au sein des milieux artistiques, politiques ou scientifiques. Les photographes de métier vont faire de cet argument leur credo, la justification idéale pour tous leurs projets de musée, dans lesquels ils proposent de mettre l'image photographique au service de l'histoire, au service de la nation, au service de l'Empire. Musée donc historique de photographie, comme l'indique le titre de la souscription, et non musée d'histoire de la photographie. Concrètement, le musée photographique imaginé par Mayer rassemblerait trois types d'images. D'abord, des collections de vues de monuments français et étrangers. La deuxième mission du musée serait de constituer une galerie de portraits qui figurerait les élites tant politiques qu'économiques et culturelles. Alors, j'ai retenu ces deux-là. Également, le prince impérial sur son poney, que vous connaissez sûrement. Et pour rester dans les femmes de dos, la comtesse de Castiglione, qui fait partie de cette élite culturelle du Second Empire. La troisième catégorie convoquée pour ce musée, c'est la plus floue, parce qu'elle rassemblerait à la fois des reproductions d'œuvres d'art, mais aussi des images à vocation scientifique pour la médecine et l'ethnographie, mais également des instantanés de fêtes et solennités publiques. Alors, parmi les photographies qu'ont réalisées Mayer et Pierson, il y a notamment toutes celles du Congrès de Paris, donc en 1856, mais il y aurait aussi, par exemple, le baptême du prince impérial, dont je n'ai pas d'image ici. Cette description semble en fait correspondre en tout point à la production photographique de ce photographe de l'empereur, qui est Ernest Mayer. Le musée est à l'image de l'atelier et l'atelier à l'image du musée. En effet, un article de l'Illustration voyait dans l'atelier de Mayer frères une sorte, je cite, de musée ethnographique des personnages célèbres, tandis qu'un article de La Lumière évoquait leurs splendides salons d'attente, leurs ateliers et leurs magnifiques galeries, véritables musées photographiques. Donc on voit poindre ici une collusion assez intéressante, à mon sens, entre le musée d'un côté et l'atelier photographique de l'autre. Loin d'être seulement un conservatoire, un lieu où on conserverait les images, le musée est avant tout conçu comme atelier photographique d'État chargé des prises de vue officielles. Est-ce qu'il faut s'en étonner? Je ne le crois pas. Ernest Mayer, en homme d'affaires avisé, pense avant tout le modèle du musée en fonction de celui qu'il maîtrise, qui est un modèle en fait économique, puisqu'on a dans son projet de musée un devis pour le fonctionnement de ce musée. Donc quoi de plus logique que le musée photographique pensé par un photographe ressemble à l'atelier? Toujours est-il que la photographie, d'après Mayer, ne saurait être prise en défaut d'inexactitude. Ses qualités sont avant tout documentaires. En réalité, parmi les auteurs, donc photographes, critiques d'art, journalistes, qui réclament entre 1850 et 1890 la création d'un musée de photographie, nombreux sont ceux qui le veulent en vertu de cette valeur nommée un peu indistinctement historique ou documentaire de la photographie. Documentaire encore le projet du peintre et dessinateur Jean-François Raffaelli, qui propose en 1884 un musée des copies par la photographie à l'usage des artistes. Ce sont
les photographies des œuvres de maître qui devraient être appelées à former un musée spécial, écrit-il, car lorsque je parle de la création d'un musée des photographies, je n'entends pas rêver l'ouverture d'un musée de toutes les photographies. En effet, guidé avant tout par sa fascination pour la photographie de reproduction d'œuvres d'art, il explique « Je ne sais pas de reproduction plus extraordinaire, ces copies exécutées par une main toujours égale, qui s'effacent et n'attirent pas à elles toute l'attention », écrit-il encore, Raffaelli réactualise ici des idées formulées par Baudelaire dans son salon de 1859 et par Odilon Redon en 1876 dans son journal intime, donc dans son journal qui s'intitule « À soi-même ». 2 ans plus tard, en 1886, Le Temps reprend cette idée à propos des photographies réalisées au Louvre par Braun. Je cite l'article « Sur l'utilité d'un musée de photographie, tout le monde est d'accord. Les critiques d'art le réclament comme un indispensable instrument de travail, les artistes le demandent comme une source d'éducation et de renseignement, et tous les musées d'Europe sont entrés dans cette voie. C'est donc clairement l'une des voies tracées pour la photographie, un rêve d'artiste, de critique et d'historien d'art, peut-être moins un rêve de photographe, que ce musée des copies par la photographie. Documentaire encore, un autre projet qui est un des projets qui m'ont été chers dans cette thèse, le projet de Léon Vidal, formulé à partir de la fin de 1894 sous le nom de Musée des photographies documentaires. Un des projets, l'un des rares, l'un des seuls peut-être, à avoir véritablement eu une existence, à avoir été expérimenté pendant ces années, donc entre 1894 et 1907. Documentaire, certes, qui veut exploiter les qualités de preuve de l'image photographique, mais d'une manière assez différente de la proposition précédente. La photographie n'y entre pas au titre de reproduction fidèle d'œuvres d'art, donc au service de la peinture, selon ce fameux usage ancillaire recommandé par Baudelaire à la photographie, mais au contraire, la photographie y entre à son propre service en vertu de ses capacités d'enregistrement du monde. Dans l'esprit de Léon Vidal, ardent promoteur de la photographie, le musée des photographies documentaires est aussi un musée pour la photographie, dans le sens où il est aussi conçu comme un éloge à la gloire des possibilités documentaires de celle-ci. Alors voici ce qu'il écrit. « La pensée a dû venir à bien des personnes qu'il serait d'un très grand intérêt pour l'avenir de créer dès maintenant des collections de documents photographiques conservés pour les siècles futurs, dans des conditions de durée aussi bien assurées que possible. Cette idée a été exprimée sous diverses formes quant au mode de réalisation, mais que nous sachions, aucune tentative de mise en œuvre d'une pareille idée n'a été accomplie, embrassant dans son ensemble, et c'est ça qui est important, la généralité des sujets dont la photographie peut fournir une copie documentaire. » Donc telle est bien l'ambition de ce musée des photographies documentaires qui privilégie conception encyclopédique et prétention universaliste d'une manière que beaucoup ont jugée, mais rétrospectivement, a posteriori, utopique. Musée donc d'un genre nouveau dont la collection devra être formée par des dons recueillis dans des boîtes et non exposés en réalité, et musée qui fonctionnera plutôt à la manière d'archives ou de bibliothèques. Là encore, finalement, on a une sorte de flou dans l'usage des termes de musée par ces porteurs de projets sur la photographie. À cet égard, on pourrait aussi considérer ce projet de musée des photographies documentaires comme un précurseur des photothèques. Le mot n'est pas utilisé avant les années 1930, mais à partir du moment où on a ce terme de photothèque, la distinction entre ce qui va être la mission du musée et ce qui va être la mission justement de collection de documentaires est beaucoup plus claire. Pourtant, ce versant documentaire est loin d'être le seul qu'offre l'expression musée photographique au tournant des 19e et 20e siècles. D'autres formes apparaissent également au cours du 19e siècle. Donc, le musée du matériel photographique, proposé dès 1894, musée de la photographie artistique, qui lui est défendu par les pictorialistes, donc pour défendre des œuvres d'art photographiques. Enfin, musée d'histoire de la photographie, à travers notamment le musée rétrospectif réalisé pour l'exposition universelle de 1900,
où c'est bien l'histoire de la photographie elle-même qui est mise en scène, mais là encore, non sans ambiguïté, sur le statut de la photographie, qui est souvent là pour témoigner de la réussite ou de l'échec d'un procédé technique, donc à des fins de documentation. J'en profite aussi pour souligner l'importance des expositions temporaires et encore plus des expositions rétrospectives dans l'imagination de ce que pourrait être le musée de la photographie. Ces expositions, le type d'organisation qu'elles retiennent, ici vous pouvez en apercevoir quelques éléments. Vous voyez, là, on a en fait invention, photographie, matériel, application et chronophotographie, qui est ici le dernier volet. Et vous voyez aussi la manière dont sont exposées les images, ces cadres avec de multiples images en fait contenues et qui montrent ici les précurseurs et les inventeurs de la photographie. Donc ces expositions, leur type d'organisation, ce qu'elles donnent à voir, la manière dont elles considèrent l'image, modifie la pensée et la manière dont on considère l'histoire de la photographie. C'est le cas pour 1900, ça sera le cas aussi des expositions rétrospectives dans les années 30, qui vraiment marquent un effet de bascule dans la manière dont on considère l'image photographique. Ce foisonnement des formes du musée photographique témoigne d'un consensus qui s'établit à la fin du XIXe siècle autour de la nécessité de la création d'une institution pour la photographie. Les différentes versions du musée coexistent, mais sans s'éliminer. Tout se passe comme si chacun des groupes qui s'intéressent à la photographie, donc les amateurs, les professionnels, les industriels, les critiques d'art, les artistes ou les scientifiques, avaient chacun pensé des formes distinctes du musée de photographie. La photographie pensée pour le musée apparaît comme tiraillée entre ce qu'elle peut, donc ses potentialités de reproduction, et ce qu'elle est ou voudrait être. Entre 1850 et 1910, on se demande davantage ce que la photographie peut pour le musée que ce que le musée peut pour la photographie, et c'est ça qui va changer dans l'entre-deux-guerres, les choses vont s'inverser. Donc on arrive à ce troisième et dernier temps dont je voudrais vous parler aujourd'hui, donc vers le musée de la photographie, où en fait la bataille pour le musée autonome, donc entre 1918 et 1939. Ce glissement et ce changement, cette évolution des termes s'opère dans l'entre-deux-guerres, où ce dont on avait vu les prémices dans la période précédente prend forme et s'affirme. Pour beaucoup, la Première Guerre mondiale a achevé de modifier la perception de la photographie dans la société. Dès les années 20, les revendications en faveur de la création d'un musée photographique se font entendre avec plus de force. On parle clairement d'un musée de la photographie comme instance de légitimation et lieu de distinction du médium. Voici ce qu'écrit de manière assez véhémente Raymond Lécuyer, parce qu'on est aussi dans une période où tous les projets d'avant-guerre ont échoué. Donc il exprime par là aussi un regret. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « La photographie mérite d'avoir son musée, un musée bien à elle, rien qu'à elle, où l'espace ne lui sera pas marchandé. Que les pouvoirs publics ne croient pas lui avoir rendu un suffisant hommage, parce que dans un établissement d'État, quelques vitrines sont consacrées à d'anciens appareils. » Donc là, il vise notamment les collections du Conservatoire des Arts et Métiers. Ou parce que dans une grande bibliothèque, quelques rayons sont réservés à des albums. Or, à cette période, d'ailleurs, comme l'a montré la thèse de Véronique Figini, la politique de la Bibliothèque nationale est en pleine évolution, est en pleine transformation et vient à considérer les photographes véritablement comme des auteurs. Donc ce qu'il dit ici est peut-être pas non plus tout à fait juste, mais en tout cas, on n'hésite plus sur le nom à donner à cette institution qui sera bien musée de la photographie. On ne peut être plus clair que le collectionneur Gabriel Kromer, dans son article publié en 1925, il faut créer un musée de la photographie. Le ton a changé, le musée sera bien en l'honneur et à la gloire de la photographie, de ses inventeurs, de ses pionniers, comme un juste tribut à leur mémoire, à la mémoire de ceux qui ont fait l'histoire de la photographie. Les collectionneurs, là je voulais vous montrer une image que j'ai retrouvée récemment qui montre
l'intérieur du collectionneur qui s'appelait donc Gilles, cet intérieur plein de daguerréotypes et d'images, notamment de familles, de portraits photographiques qu'il a amassés chez lui. Donc, les collectionneurs, Gabriel Kromer en tête, mais ce n'est pas le seul, ont joué un rôle majeur dans ce glissement en soulignant les risques encourus par le patrimoine, ce qu'ils vont considérer comme le patrimoine photographique. Le musée de la photographie répond à la crainte d'une perte irréversible. Exemplaire en ce sens est la collection photographique de Gabriel Kromer, qui est pensée dès l'origine pour le musée et même pensée comme matrice de ce musée. J'ai retenu ici une vue d'exposition, donc qui est une exposition rétrospective Niepce et Daguerre, qui est faite uniquement à partir des pièces de la collection de Gabriel Kromer. Donc en 1933, au moment du centenaire de la mort de Niepce. C'est la collection pour lui, pour Kromer, qui fondera et structurera le musée, et non l'inverse, et non le musée qui serait à l'origine d'une collection qui, elle, est souvent pensée virtuellement. Après la mort de Kromer en 1934, on retrouve au fond la même dynamique dans les écrits d'un des grands historiens de la photographie de la période, qui est donc Georges Potonnier, qui considère qu'il est une collection à laquelle on ne pense jamais et qui serait parfaite pour un musée national de photographie, ce serait celle de la Société française de photographie. Les observateurs contemporains des années 30, critiques, photographes, membres des sociétés photographiques, éditeurs, sont conscients de ce nouvel état d'esprit et concourent à ces dynamiques nouvelles. Ils vont tenter de cultiver ce goût pour les images photographiques liées pour eux à la percée du modernisme en photographie, à la diffusion accrue de l'image photographique dans les revues et les livres, à l'accroissement qu'ils trouvent, eux, extrêmement frappant du nombre d'expositions consacrées à la photographie dans l'entre-deux-guerres. Et il l'explique aussi par un dernier point, qui est en fait le goût pour le cinéma, le goût du public pour le cinéma, qui aurait en fait permis de donner aussi aux gens un goût pour l'image photographique. Les historiens de la photographie ont souvent souligné ce passage dans les années 30 d'une lecture documentaire et technique de la photographie à une lecture plus esthétique des images qui s'opère à ce moment-là. C'est vrai, on regarde moins les images pour ce qu'elles montrent des progrès techniques de la photographie qu'auparavant, mais il est aussi amusant de constater, quand on regarde notamment la critique photographique de l'entre-deux-guerres, qui cherche à définir l'essence de la photographie, que l'on retrouve à nouveau les mêmes hésitations sur la valeur et la nature des images photographiques elles-mêmes, certains soulignant sa puissance poétique, d'autres sa puissance documentaire ou de témoignage, les uns n'étant pas nécessairement incompatibles avec les autres, mais tout se passe comme si l'image photographique voulait résister à sa propre définition. Si s'affirme avec force la singularité du musée de la photographie dans l'entre-deux-guerres, l'ambiguïté entre musée de la photographie et musée des photographies n'en demeure pas moins très présente. Et l'argument documentaire demeure un atout majeur dans le camp de ceux qui défendent le musée de la photographie. Alors, c'est ce qui apparaît dans l'unique dossier conservé aux Archives nationales qui porte magnifiquement le titre « Projet de musée photographique » et qui contient donc la correspondance de deux frères qui sont photographes, Gaston et Henri Manuel, avec la direction des Beaux-Arts, donc qui dépend du ministère de l'Instruction publique puis du ministère de l'Éducation, entre 1933 et 1938. Voici ce qu'ils écrivent. Donc, vous voyez qu'on est en 1933, on est encore à ce moment du centenaire de la mort de Niepce, et en fait, de nouveau, ce centenaire, cette commémoration va servir à appeler à la création d'un musée de la photographie. Donc, vous voyez, c'est très clair. Ici, on appelle musée de la photographie. On cherche à, donc, je cite le texte, grouper, cataloguer, réunir tous les documents photographiques dans un musée spécial. Voilà bien longtemps que pareil organisme devrait exister en France. Les savants, chercheurs, historiens, artistes pourraient ainsi trouver immédiatement le document nécessaire à leurs travaux. Vous voyez, le projet est bien soumis au nom de musée de la photographie,
Mais quand on regarde ce passage dans le détail, on retrouve en réalité le vocabulaire lié à l'usage documentaire de la photographie, qui est pensé, en fait, ici, ce musée, à la manière de ce qui pourrait être une agence photographique. Et l'agence photographique de la Réunion des musées nationaux, donc de la RMN, sera créée en 1946. Mais on a déjà, en fait, pas mal de projets qui, sans le formuler complètement comme ça, se tournent déjà vers cette idée d'agence photographique. Mêmes hésitations documentaires dans le grand projet de musée porté par la photographe Laure Albin-Guillot et par Georges Huysmans, qui est à la direction des Beaux-Arts. Un projet qui prend d'abord la forme d'une cinémathèque, donc la Cinémathèque nationale, à laquelle devait s'adjoindre une photothèque pour devenir, finalement, à la faveur des crédits de l'exposition de 1937, un véritable projet de musée des arts mécaniques, autrement dit cinéma, photographie, phonographie, qui devait voir le jour au Palais de Chaillot et être inauguré en 1937. Vous voyez que ce projet était véritablement lancé, même s'il n'a pas été réalisé. La légende est coupée, mais il s'agit donc d'un projet de Mallet Stevens, un dessin d'Edouard Menkes, donc de juin 1934, pour un musée du cinématographe et du phonographe. Or, c'est précisément l'orientation documentaire retenue par Laure Albin-Guillot qui lui vaudra les foudres de toute une partie du milieu cinématographique notamment, et qui explique en partie l'échec du projet. La direction des Beaux-Arts et Madame Laure Albin-Guillot voyaient cette cinémathèque comme la réalisation du concept d'Albert Kahn. Madame Albin-Guillot, comme j'ai pu le constater en 1939, écrit Henri Langlois, futur fondateur de la Cinémathèque française, pensait essentiellement Mémoire du monde. Un chef-d'œuvre comme Quai des Brumes l'intéressait parce qu'on y voyait le Normandie. C'est sous une plume assez acérée et caricaturale qu'Henri Langlois dépeint ici le projet de Laure Albin-Guillot, mais on peut y lire néanmoins une franche opposition à cette conception documentaire qui renie pour lui la valeur intrinsèque et la puissance de la cinématographie. Tant dans les milieux photographiques que cinématographiques, cette compréhension documentaire et uniquement documentaire du musée et des collections paraît insuffisante, ne suffit plus, paraît bien en deçà de ce que pourrait offrir un musée de la photographie ou du cinéma. Et d'ailleurs, le pavillon qui s'appelle Photo, Ciné, Phono, qui est donc un pavillon temporaire qui verra le jour en 1937, cristallise l'ensemble de ces déceptions et l'échec des projets portés par le gouvernement. Alors ce soir, pour conclure, j'ai volontairement laissé de côté le versant échec et musée fantôme que j'avais beaucoup développé dans ma thèse, que Potonnier avait en partie résumé sous la formule « La photographie n'a pas l'oreille des pouvoirs publics », ça il le disait en 1937, pour vous présenter une face peut-être un peu plus souriante, en tout cas peut-être plus idéale de ces projets de musée. Mais aussi, ce n'est pas la seule raison, c'est parce que ce caractère ambigu et et assez fortement indécis aussi de ce que les concepteurs même de ces projets de musée attendent du musée de la photographie peut être vu, à mon avis, comme une des sources de ces échecs, comme quelque chose qui aurait pu miner de l'intérieur ces projets de musée photographique. Ce soir, donc, en suivant ce fil documentaire, je vous ai proposé une traversée à grandes enjambées, un survol de ces projets. Nombreux sont ceux dont je n'ai pas parlé ce soir. Peut-être vous le regretterez, ou pas d'ailleurs, mais pour les connaître dans le détail, il faudra lire l'ouvrage qui est en cours de préparation. J'espère d'ailleurs vous en avoir dit assez pour éveiller votre curiosité, mais pas trop pour vous laisser encore le plaisir de la lecture. Je vous remercie. Donc maintenant, je propose d'ouvrir le débat pour lequel nous avons la chance d'avoir Michel Poivert, qui a donc dirigé la thèse d'Éléonore, qui va pouvoir monter à la tribune, ainsi que mes deux collègues qui s'occupent des collections de photographie, Thomas Galifot et Marie Robert, et enfin les deux membres du jury que j'ai nommés tout à l'heure, Sylvie Patry et Emmanuel Pernoud.
Écoutez, à l'issue de la présentation d'Éléonore, et puis bien sûr à la lecture de son travail, dont j'ai pu suivre les évolutions et la grande complexité, on l'a compris, parce que finalement, c'était l'histoire d'un rêve, d'une utopie, de choses qui ne se sont pas produites, des musées de papier, des événements. Et c'est à la fois une drôle d'histoire. Je ne suis pas sûr que ce soit une histoire tragique, hein, c'est une drôle d'histoire. Mais c'est vrai qu'en attendant ce livre qui va arriver, je pense que nous, tous contemporains, qui voyons autant d'expositions, de photographies, de collections patrimoniales qui sont valorisées, d'événements liés à la photographie, on a l'impression d'être à la fois extrêmement loin de ces vœux, de ces désirs qu'ont eu tous les acteurs de ce champ photographique naissant au 19e, au début du 20e siècle. Et en même temps, on est très proche, parce que tu l'as dit rapidement, Éléonore, mais la France a décidé manifestement de ne pas se doter d'une institution de type national consacrée à la photographie, mais plutôt d'accepter, quelle que soit la nature des missions des musées ou des archives, d'avoir de la photographie, et beaucoup de photographie. Et moi, je crois que j'avais envie de poser la question à Éléonore, est-ce que finalement, cette histoire d'un rêve qui n'a pas eu lieu, c'est pas en fait un rêve qui était un peu déplacé par rapport à ce qui se passait déjà jusqu'au 19e, au début du 20e siècle, et encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire que la photographie, en fait, c'est quelque chose qui se dissout dans le monde institutionnel au sens très très large du terme, et que finalement, elle résiste à un discours corporatiste, si on veut. C'est-à-dire c'est ni finalement les photographes n'ont pas leur musée, les industriels non plus, mais en réalité, le public a une vision muséographique de la photographie depuis, alors je ne sais pas depuis quand, mais depuis que la Bibliothèque nationale en montre beaucoup, parce que à partir du moment où tu t'arrêtes, là, dans les années 30, se déploie comme une activité. Oui. Alors, est-ce que finalement, il fallait un musée ou est-ce qu'il faut encore un musée ? Alors, certains posent encore cette question, mais en fait, là-dessus, les avis sont très partagés. Enfin, moi, les conservateurs avec lesquels j'ai pu discuter, certains avaient tendance à dire oui, ça serait vraiment parfait de pouvoir avoir un musée national qui rassemblerait des collections photographiques qui sont un peu disséminées, et d'autres sont très contentes de leur collection photographique et ne voient pas vraiment l'intérêt, puisque tu l'as dit, la photographie est un peu partout, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un glissement. En fait, ce qui se passe aussi dès le 19e siècle, c'est une entrée assez discrète des photographies dans les collections à des titres pédagogiques, éducatifs, documentaires. Et en fait, ces collections qui entrent parfois dès les années 1850 vont être relues et vont changer aussi de signification. Et leur portée historique, elle est relue après, pendant tout le XXe siècle. Et là, on l'a vu depuis les années 80 et surtout des années 90, chaque institution a écrit quasiment une monographie sur l'histoire de sa propre collection. Donc je pense que oui, il y a eu... la photographie a été dépassée aussi par son propre succès. Mais on voit quand même régulièrement dans l'information revenir la question dans des articles de presse, sur des projets gouvernementaux. Enfin, il y a quand même cette petite histoire qui se poursuit. Merci. Oui, ma question était la suivante. Est-ce que la Bibliothèque nationale ne se considère pas, au fond, comme le musée de la photographie, avec cette spécificité assez française, à savoir que l'image, au fond, est un objet documentaire. Ça excède le cas de la photo, puisque l'estampe est considérée, d'ailleurs jusqu'à nos jours, comme un objet documentaire qui fait l'objet qui est soumis au dépôt légal, qui n'est pas acheté, sauf à la marge. Et au fond, avec donc, à la différence de ce qu'on voit dans les pays anglo-saxons, dans les pays germaniques, où si je pense à l'estampe, elle est collectionnée par les musées, dans les départements où elle se trouve aux côtés du dessin. Donc, si vous voulez, on l'a un peu vu, par exemple, dans les déclarations, dans le texte de Manuel, au fond, un musée qui soit avant tout un lieu de conservation, de consultation, et peut-être à la marge d'exposition, mais
Et au fond, c'est une sorte là, un supplément. Je ne sais pas, c'est la question de l'identité de la Bibliothèque nationale qui, je sais, en ce qui concerne l'estampe, c'est considéré comme le musée de l'estampe. Alors, il y a eu, pour vous répondre, un projet, justement, à la fin des années 30, 38, à partir du moment où Jean Prinet, Jean Adhémar dirige une partie du cabinet, le cabinet des estampes. Il y a eu un projet muséographique à ce moment-là pour la photographie, mais qui s'est développé plutôt après 1945. Mais en fait, cette politique, elle est très tardive. C'est 1930, ça commence en 1938, mais avant, ce que les conservateurs expliquent, et la phrase qu'il faudrait retenir, je pense, c'est la photographie y est plus subie que désirée. C'est-à-dire que oui, il y a des images qui vont entrer dans les collections de la BNF, mais il n'y a pas vraiment de politique photographique. Et d'ailleurs, certains dons sont refusés, certaines démarches sont refusées. Léon Vidal, dont je parlais, essaye de convaincre la Bibliothèque nationale de l'accueillir en fait, dans ses locaux, de lui accorder un hébergement pour ses collections. Et par 2 fois ou 3 fois, la Bibliothèque nationale refuse. Or, ces collections vont quand même être intégrées aux collections de la Bibliothèque nationale à la mort, parce qu'elles vont être finalement léguées. Mais aucun des conservateurs qui sont justement spécialistes de la gravure et qui voient aussi pour beaucoup la photographie comme une menace pour les graveurs, refuse en fait l'entrée de la photographie véritablement. Enfin, il la subit. Oui, des images entrent, mais il n'y a pas de politique photographique avant la fin des années 30 et encore plus après la Seconde Guerre mondiale. Et là-dessus, il y a tout le travail de Véronique Figini, qui a travaillé, si je ne me trompe pas, sur le cabinet des estampes et de la photographie à partir de 1945 jusqu'à la période contemporaine, je crois. Peut-être pour poursuivre sur des questions, justement, comment s'inscrivent quelques institutions particulières dans cette histoire que vous avez traitée. Je me demandais comment ça se passe, comment les archives Albert Kahn, par exemple, s'inscrivent dans cette histoire de musée absent, de musée fantôme. Pourquoi c'est peu présent dans votre thèse? Est-ce que c'est parce que c'est pas du tout un projet muséal? J'aimerais en savoir plus, parce que maintenant c'est quand même un lieu où on va voir la photo, et puis il y avait cette volonté quand même de mettre à disposition du public des images. Alors je vous remercie pour cette question. En fait, les archives de la planète, donc d'Albert Kahn, ça a été le projet que j'avais croisé il y a très longtemps en Master 1 et qui avait peu à peu fait émerger cette question en fait, de la collection, des archives et du musée. J'en ai pas beaucoup parlé dans ce travail-là de ma thèse parce que je trouvais que ça concernait moins directement les projets de musées photographiques. C'est oui un projet d'archives, d'enregistrement du monde. Donc il y a cette même idée documentaire, mais là, à aucun moment, il y a vraiment l'idée de musée qui serait revendiquée. Donc c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup parlé. Mais je pense quand même que dans le livre, je vais plus l'intégrer parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a ce projet de musée des photographies documentaires de Vidal, on a comme ça, après, jusque dans les années, jusqu'à la Première Guerre mondiale et même après, des projets documentaires, enfin de photographie documentaire, qui s'égrènent et qui sont éparpillés, mais qui ne sont pas vraiment raccordés les uns aux autres. Et ça, cette ébullition documentaire, elle est intéressante, mais c'est vrai que elle me concernait moins directement. Et en plus, par ailleurs, il y avait aussi, quand je m'étais inscrite en thèse, une thèse qui était en cours à ce moment-là et qui portait sur cette question d'international documentaire et d'archives en fait photographiques. Voilà. Moi, je vais peut-être continuer. En fait, Michel, tu m'as volé ma question. Désolé. C'est-à-dire que, vraiment, je voulais vous féliciter pour ce travail vraiment qui ouvre des pistes de réflexion et des clés, y compris pour nous, conservateurs de photographie dans des musées, pour envisager ou réenvisager notre travail dans une perspective plus historique. Et comme nous sommes ici dans un musée, disons, de tradition Beaux-Arts, avec une grande collection de photographies, et que
et que notamment un musée qui a absorbé une collection de musées de la photographie, mais qui n'était pas un musée en vérité, qui était la collection d'entreprises des usines Kodak Pathé à Vincennes, qu'ils appelaient eux-mêmes musée de la photographie, qui a été donné par la Fondation en 1983. Je voulais avoir votre avis éclairé, parce qu'en fait, Michel a posé la question, mais vous n'avez pas vraiment répondu. Parce que cette question, peut-être, c'est très difficile d'y répondre, mais par rapport à ces initiatives qui reviennent, comme vous disiez dans la conclusion de votre thèse, un petit peu par intermittence, d'un lieu dédié à la photographie. Alors, il y a des musées territoriaux de la photographie en France, donc preuve de leur utilité, mais il n'y a pas de musée national de la photographie. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'opportunité de continuer à envisager, au XXIe siècle, la création d'un musée national de la photographie ? Merci. Alors, je pense que c'est vrai qu'il y a une offre, en fait, quand même, pour aujourd'hui, pour le public, sur la question... En tout cas, il y a beaucoup d'expositions photographiques. Peut-être ce qu'on peut regretter, c'est que ce sont souvent, c'est pas toujours le cas, mais pour beaucoup, des expositions très monographiques et qui ont ces dernières années été très tournées vers l'art de la photographie, enfin vers la photographie véritablement, dans une perspective uniquement esthétique et plastique. Alors, j'ai l'impression que ça, c'est quand même en train d'évoluer un peu. Donc ça, c'est ce que je me suis... C'est un peu la réflexion que j'ai eue au fur et à mesure que j'écrivais ma thèse. Et je me disais qu'en fait, la question du documentaire revenait quand même en force. Et puis, cette année, d'ailleurs, le catalogue du Musée français de la photographie de Bièvre a été publié. Il s'appelle « Une autre histoire de la photographie », donc avec cette revendication forte qu'en fait, les images n'ont pas une signification fixe, mais que chaque époque relie ces images et leur donne aussi une compréhension qui peut être différente. Alors, sur la question de l'opportunité d'un musée national de photographie, j'ai l'impression que quand même, ce qui serait très compliqué, ça serait cette question de quelle collection, en fait, parce que c'est beau de penser ce projet qui est un projet politique aussi, musée national, comme on a par exemple en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, avec un musée de la photographie, de la télévision et de la radio, et du cinéma. Qu'on n'a pas ici en France. Donc parfois, on renoue avec cette histoire qui est une histoire sur le long terme, en fait, des projets de musées photographiques. Mais ce que je remarque aussi, c'est que souvent, il n'y a aucune référence qui est faite à ces projets qui ont eu lieu avant, en fait. Il n'y a pas vraiment de profondeur historique, de réflexion sur ces questions-là. En tout cas, jusqu'à présent, je ne l'ai pas vraiment vu. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Oui, en tout cas, c'est ce qu'on disait avec Alice avant le début de cette présentation, c'est que parmi les gens qui sont les plus aptes à y répondre, vous en faites partie parce que vous avez vraiment ce regard historique depuis les origines. Alors moi, ma question porte moins sur les institutions que sur les personnes porteuses de projets, et elle est en lien avec l'actualité de l'établissement, puisque comme vous le savez, nous présentons en ce moment au musée de l'Orangerie et au musée d'Orsay une exposition consacrée aux femmes photographes, actives depuis les débuts du médium jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Exposition dans laquelle nous montrons à la fois l'élargissement des territoires du photographiable par les femmes et puis leur contribution essentielle à l'institutionnalisation du champ de la photographie, notamment dans l'entre-deux-guerres. Et vous montrez dans votre thèse le travail sans relâche de l'une d'entre elles, Laure Albin-Guillot, donc qui était une photographe et artiste française très installée à Paris dans l'entre-deux-guerres, une femme de pouvoir aussi, puisqu'elle est successivement directrice des archives des Beaux-Arts d'une part, directrice de la Cinémathèque nationale du Trocadéro, commissaire aussi d'un certain nombre d'expositions, et donc vous montrez qu'elle a œuvré de façon très importante entre 1934 et 1937 à l'invention, en tout cas à
à faire advenir un musée des photographies qui aurait englobé le cinéma, le phonographe et la photographie. Et donc je crois aussi qu'il y a une autre figure féminine très intéressante dont les efforts pour concevoir, je ne sais pas si c'est un musée pour la photographie ou des photographies, une figure qui reste à explorer, c'est la photographe américaine Thérèse Bonnet, qui s'est installée à la fin des années 10 à Paris, qui soutient une thèse en histoire de la littérature consacrée à Dumas père, et qui va réaliser ensuite une carrière exceptionnelle de photographe et de photographe de guerre en particulier. Et Bonnet était une collectionneuse à la fois d'œuvres d'art et de photographie, et la photographie n'étant pas que de l'art. Et d'ailleurs, le musée d'Orsay donc, conserve une partie de sa collection constituée de daguerreotypes et de tirages via la donation de la fondation Kodak-Pathé, justement en 1983. Et donc, Thérèse Bonnet aurait laissé un certain nombre d'archives de correspondances et de textes préparatoires à une histoire de la photographie dans les années 30, et manifestement aussi aurait envisagé la création d'un musée de ou pour la photographie, ces archives étant pour partie conservées à la Bancroft Library à San Francisco. Et donc ma question, un peu alambiquée, est la suivante. Est-ce que vous, au cours de vos recherches, vous avez trouvé des éléments au sujet de ce projet avorté? Oui, enfin pas énormément. Dans les archives françaises. En fait, il y a un vrai effet d'annonce autour de ce projet de musée qui devait se construire au Trocadéro. On annonce un musée de la photo, du disque et du cinéma, et en fait, Thérèse Bonnet va réagir à ces articles de presse qu'elle a lus dans la presse. Et donc, apparemment, d'après ce que j'ai trouvé dans les archives, c'est en février 1937 qu'elle contacte la direction culturelle des affaires étrangères pour leur demander si ce projet est un vrai projet, enfin s'il aura vraiment lieu, pour savoir s'il y aura bien création d'un musée de la photographie en France. Là-dessus, le ministère des Affaires étrangères est très embêté parce qu'il n'a pas la réponse, il ne sait pas. Donc il va contacter la direction des Beaux-Arts pour savoir en fait ce qu'il en est. Donc il y a un échange entre les ministères pour savoir s'il y a bel et bien ce projet. Qu'on lui répond que oui, mais j'ai pas la lettre retour en fait. Mais voilà, donc elle apparemment, elle s'intéresse, elle est étonnée et elle est très contente en fait de voir qu'il y a ce projet. Mais il y a aussi une deuxième chose qui entre en compte à cette époque, après notamment la mort d'Hatché. Il y a vraiment des gens qui sont vus comme les représentants d'un péril américain pour les collections françaises de photographie. Et cette crainte que le patrimoine photographique français parte aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans les textes, il n'y a pas de noms qui sont cités, mais il y a toujours ces acheteurs américains, allemands, anglais, qui veulent nous voler, entre guillemets, nos collections photographiques. Et attention, ils vont s'en emparer, surtout si on ne crée pas de musée de la photographie. Donc peut-être aussi qu'elle fait partie de ce péril sous-entendu pas mal dans la presse, notamment des gens comme Louis Chéronnet, etc., qui soulignent un peu ce risque pour la photographie, avec en plus ce qui se produit en 1939 après, cette espèce de grand traumatisme qu'est la perte de la collection Cromer, qui est rachetée par justement Kodak, mais pour les États-Unis, pour la George Eastman House, et qui part à l'été 1939 pour rejoindre les États-Unis, et qui demeure vraiment dans les milieux photographiques un énorme traumatisme, vraiment, dont il parle encore après dans l'après-guerre, que Jean Prinet, encore dans les années 50, écrit à Henri Langlois au moment où il a ce projet de musée du cinéma en lui disant « Ne faites pas comme les milieux photographiques ». Voilà. Donc ça reste une sorte de modèle d'une perte d'une collection patrimoniale française, en fait. Voilà. Ce que j'ai sur Thérèse Bonnet, mais j'avoue que je n'ai pas vu ses archives de San Francisco, mais ça me met la puce à l'oreille. Elle incarne peut-être à la fois un péril américain et un péril féminin, pour le coup. Puisque dans votre thèse, il y a une illustration assez étonnante au sujet de Laure Albin-Guillot.
qui cumulent les fonctions alors que des pères de famille au même moment sont sans emploi. C'est vrai. Et juste pour rebondir sur ce que dit Marie, c'est intéressant que ce noyau de collection de Thérèse Bonnet, donc photographie 19e, une très bonne connaisseuse, a constitué pour les gens des usines de Vincennes, là, qui avaient nommé une femme qui faisait office de conservateur, une sorte d'impulsion pour créer leur collection d'entreprise autour des années 60. Donc c'était trop tôt peut-être pour Thérèse Bonnet d'imaginer donner ça à la Bibliothèque nationale, tout en voulant préserver le patrimoine français. Mais bon, elle ne le sait pas, mais c'est quand même dans une collection nationale. Non, mais ça serait intéressant de creuser ça, je pense. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci pour cette présentation. J'avais une question par rapport au discours. Est-ce que les discours sont uniquement dans une sorte d'élaboration d'architecture conceptuelle de ce que pourrait être un musée de la photographie ou pour la photographie ? Ou est-ce qu'il y a déjà dans les textes une prise en considération des objets, c'est-à-dire est-ce qu'on pense les tirages, est-ce qu'on pense les négatifs, est-ce qu'on pense les plaques, est-ce qu'on pense les albums photographiques ? Parce qu'il y a une confrontation à l'objet plus pragmatique en fait. Alors, on les pense très peu, sauf quelques textes dans les années 30, justement liés à la question des expositions rétrospectives, qui vont commencer à penser la manière dont il faut présenter ces images pour qu'elles soient accessibles au public, pour que le public les comprenne. Là, pour le coup, à partir de 1925, il y a une vraie réflexion scénographique, entre guillemets, sur la présentation de la photographie. Mais avant, les textes ignorent totalement cet aspect. Ça reste quelque chose les textes sont très abstraits, pas vraiment abstraits, mais sont vraiment des projets de défense en fait de la photographie, mais prennent très peu en compte la diversité des supports. Ça, c'est vraiment en fait avec le phénomène de la collection privée, notamment chez des gens comme Cromer, etc., que ça émerge. Mais avant, c'est pas du tout présent. Et en relation avec cette question, vous en parlez un petit peu dans votre thèse, mais la question de la fragilité de ce médium, est-ce que... Parce que c'est vrai que pour nous, conservateurs, actuellement, c'est c'est vrai c'est vraiment la spécificité. Alors, ce qu'on trouve dans les textes, c'est plutôt des réflexions sur la destruction, par exemple, de plaques qui auraient été rachetées par des marchands, détruites, réutilisées comme du verre et donc toutes détruites. Dans une des expositions rétrospectives, celle de 1925, mais c'est vrai que j'en parle pas beaucoup dans ma thèse, il y a un salon justement obscur pour exposer des négatifs et des autochromes. Donc on commence à penser un peu à la destruction des images, enfin en tout cas à leur protection. Et c'est aussi ça qui se passe en 1927 quand on refait les salles du Conservatoire des Arts et Métiers, des salles qui sont appelées musées de la photographie et du cinéma. Là, à ce moment-là aussi, on repense, parce que ça avait été extrêmement critiqué dans les années 20, c'était considéré comme honteux, des étagères extrêmement poussiéreuses, des images exposées plein sud qui jaunissaient à vue d'œil. Et ça, on s'en est plutôt rendu compte dans l'entre-deux-guerres. C'est pareil, avant, c'est pas une préoccupation majeure. Au contraire, la plupart du temps, l'exposition de 1857 à la Société française de photographie, les gens sont étonnés de la bonne conservation des images. Ils disent « Ah, ces images ont 15 ans, mais qu'est-ce qu'elles sont encore belles et fraîches !» Et ça, ouais. Mais c'est vraiment des petits fils en fait, qu'on trouve dans les textes, mais il n'y a pas énormément de choses. Je dois me présenter, Alexandra, donc enchantée d'être ici et merci beaucoup pour cette présentation. Juste pour rebondir un petit peu sur la première question, j'étais curieuse de savoir si dans ces discours du 19e siècle, on parlait du tout de la multiplicité.
Parce que bon, après on parle du daguerreotype, mais aussi du pictorialisme. On a des questions d'objets uniques, mais sinon ce sont des objets multiples. Et est-ce que les questions de valeur sont discutées dans ces discours ou pas du tout quand on pense à créer une collection? Alors, par exemple, la collection qu'imagine Léon Vidal n'a que faire des types de supports. C'est quelqu'un qui va accepter autant des pages de magazines, des pages de revues, que des tirages positifs. Il prendrait tout, en fait, des positifs sur verre, enfin, bref, il n'y a pas, pour lui, ça pose aucun problème, et il va revendiquer justement, c'est un des rares aussi, ce caractère mécanique de l'image photographique. Mais c'est vrai que sinon, les textes des années 1850 n'insistent pas sur ce point. Mais il n'y a pas non plus du tout ce discours sur la rareté de l'image photographique. C'est pas très présent dans ces textes-là. Ça vient après. Enfin, si, les pictorialistes, justement, dans les projets de musée, mais c'est plus tard, c'est plutôt vers 1910, en fait, vont vraiment avoir, eux, une politique et défendre des œuvres d'art photographique. Mais ces projets-là donc, n'existent pas, enfin, ne sont pas créés. Il y a juste une galerie d'art photographique, qui est la galerie Poulenc, qui est créée en 1913, qui se veut en fait un prélude au musée et qui en fait montre des expositions temporaires de photographes contemporains. Voilà, pour vous répondre. Ça répond à votre question. Moi, je peux rajouter une question? Bien sûr, bien sûr. Non, mais en nous écoutant, je me dis, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, la période aussi est intéressante, parce que finalement, on arrive aux années 30, et des origines de la photographie au milieu du 19e siècle jusqu'à cette époque-là, c'est ce qu'on peut appeler un peu la période de l'utopie démocratique, finalement. Le progrès technique permet de plus en plus à chacun de manipuler les appareils, de produire des images, le multiple, la reproduction, bientôt la diffusion par la presse illustrée. Et et je pense que l'idée du musée est dans cet enchantement d'une certaine manière, même si c'est un désenchantement. Mais et je voulais te demander, Éléonore, est-ce que dans les projets, dans les textes, dans les arguments en réalité, est-ce que cette idée finalement de la démocratisation de l'image ou de la technique est présente comme un argument? Voilà, la photographie pour tous, elle part de là. Est-ce que voilà. Oui. Enfin, il y a vraiment cette idée que la photographie est un langage universel, qu'elle se passe de mots. Bon, ça serait... Enfin, après, ça a été aussi beaucoup contredit. Mais il y a cette idée, photographie, langage universel, donc, qui peut toucher tout le monde. Mais ça, c'est vrai que c'est des discours qu'on a, surtout dans l'entre-deux-guerres, quand on réfléchit à ce qu'est la photographie. On commence à avoir ça, je dirais... en fait, autour des années 1880 déjà, où on a une réflexion sur ce que peut l'image photographique pour la communauté, en fait. Et là, oui, le terme de démocratie, on ne le trouve pas tellement utilisé au XIXe siècle, dans les textes. Oui, non, mais ce qui est amusant, c'est que la période où se terminent ces désirs de musée inassouvis, et précisément le moment, on parlait de la reproductibilité, le moment où la critique, au sens très très large du terme, qu'elle soit philosophique, technique ou artistique, commence à dire qu'il y a trop d'images. Et moi je situe vraiment le grand renversement de l'historiographie de la photographie à ce moment-là, où ce qui était promis finalement à être une photographie pour tous et un vrai rêve, de la photographie et les images d'une certaine manière vont commencer à devenir une cible. Et le trop d'images, les images qui mentent, ça commence à ce moment-là, la perte de l'aura pour Benjamin, et la critique qui n'en peut plus de voir tant d'images. Les images avant-garde sont considérées comme des images, même la photographie de la nouvelle vision, on appelle ça la photographie baroque. Bon. Et se crée finalement, à cette époque-là, ce que j'appelle le procès politique de la photographie, qui va aller jusqu'à l'idée de la photographie comme aliénation. Et toute l'histoire du musée, j'ai l'impression, c'est avant ce désenchantement. Mais peut-être que ça... Oui, encore que, en fait, pour beaucoup aussi, dès les années 1870, et à partir du moment où on va considérer la période 1840-1860 comme un âge d'or,
la période qui suit, celle des professionnels de la photographie du portrait, va être vraiment vilipendée, mais de manière contemporaine en fait. Et souvent, les projets de musée sont aussi là pour revaloriser l'image photographique. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez intéressant. Mais c'est vrai que même chez les promoteurs de la photographie, dans les expositions, on trouve parfois cette crainte de la banalité de l'image photographique et que toutes ces images en noir et blanc provoquent une vraie lassitude chez le spectateur. Et d'ailleurs, je lisais ça récemment à propos de l'exposition de 29 sur Moholy-Nagy et Siegfried Giedion, qui disait attention, il faut qu'on organise ça bien pour que le spectateur ne s'ennuie pas en voyant toutes ces images qui se ressemblent. Et c'est vrai que j'ai souvent entendu des gens me dire mais il y a trop de photographies qui s'alignent comme ça dans une forme d'indistinction en fait. Et on se demande ce que les gens voyaient aussi à l'époque. Par exemple, quand on pense aux mises en scène de la photographie dans les expositions universelles au début des années 1900, où il y a vraiment des images collées les unes aux autres, d'images de très petites dimensions. On se demande ce que les gens pouvaient voir en fait de cet amas en fait de photographie. Ça, c'est des questions qui sont aussi soulevées, je pense, par ces et qui expliquent en partie aussi pourquoi ces projets de musées photographiques n'attrapent pas vraiment l'œil des spectateurs. Peut-être une question à ajouter aussi, je ne veux pas être trop longue. Vous avez parlé de cette menace de l'acheteur américain qu'on retrouve pour toute la période, pas uniquement pour la photo, enfin pour l'impressionnisme en particulier, et qui correspond à un moment pour la peinture où il y a vraiment un marché de l'art qui se structure. Je voulais savoir ce qu'il en était. Donc dans votre thèse, vous parlez aussi de musées qui sont finalement des collections commerciales ou des collections d'entreprises. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a un embryon du marché de l'art de la photo qui se constitue? Est-ce que les projets de musée peuvent se définir aussi en fonction d'un potentiel marché qui se développerait? Oui, ça c'est une question qui va se poser à partir du pictorialisme. Donc à partir des années 1890, les photographes français vont quand même dire il y a un marché de l'art américain pour la photographie. Il y a un embryon de marché de l'art aussi au Royaume-Uni, et nous, en France, on n'a rien. Donc cette idée aussi, qui sera celle de la galerie Poulenc notamment, de créer, en fait, de faire jaillir un marché de l'art photographique dès les années 1910, qui tente de se développer dans l'entre-deux-guerres, mais qui peine à se développer. Et c'est vrai qu'en fait, on sait qu'il y a des ventes de photographies dès le 19e siècle dans des collections à Drouot notamment. Donc on pourrait, ça n'a pas été vraiment fait encore pour l'instant, ça reste des chantiers à mener, mais avoir une idée du prix des photographies. Moi, ce que j'avais retrouvé pour savoir quelle était la valeur en fait attribuée à ces images, c'était dans les archives de la Bibliothèque des Arts Décoratifs, en fait un contrat d'assurance pour l'exposition de 36 qui donnait en fait l'évaluation. Et bon, c'était des évaluations, c'était pas des catalogues de vente non plus, des évaluations du prix supposé de chaque image de la collection, notamment de la Société française de photographie. Voilà. Donc il y a ce qu'on pourrait considérer comme un embryon en fait d'évaluation pécuniaire des collections, mais ça reste assez embryonnaire en fait pour toute la période que j'ai étudiée. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui souhaitent débattre autour de cette belle problématique sur l'estrade. Votre curiosité a été assouvie, dans la salle également. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux, et puis je remercie encore Éléonore pour son travail et cette présentation ce soir. Merci beaucoup.